que vous allez bien. On se retrouve, je reviens juste du petit déjeuner, là je viens de fermer mes valises et on va bientôt partir direction le site. Alors aujourd'hui je suis en Belgique, vous avez ce vlog en décalage, je vous l'avais annoncé dans le vlog que j'ai tourné la veille. On est le mercredi 27 mars, il est presque 8 h du matin et je suis ici pour le groupe GSK, qui est donc un groupe qui fabrique des médicaments et des vaccins. Donc entre autres les 11 vaccins obligatoires pour nos enfants depuis le 1er janvier 2018. Le groupe GSK les fabrique, ils en ont d'autres. C'est un groupe qui existe depuis 1882. Donc c'est un groupe qui existe quand même depuis vraiment longtemps. Donc il fabrique plus de 41 vaccins contre 22 maladies. Et entre autres, il fabrique en ce moment 14 candidats de vaccins pour le VIH qui se cherche, pour le paludisme. Donc le VIH, le paludisme et la tuberculose sont trois axes qu'ils essayent de travailler pour obtenir un résultat, parce que ce sont des maladies extrêmement graves. Et donc pour vous donner quelques chiffres, 40% des enfants du monde entier ont reçu au moins un vaccin de GSK contre, en prévention des maladies qui peuvent mettre en danger la vie de ces enfants, puisque nous en France nous sommes très bien protégés, mais il y a dans certains pays où le taux de mortalité infantile est élevé parce que malheureusement ils ne sont pas protégés de ces maladies. Et il y a malheureusement plus de 22 millions d'enfants qui n'ont absolument pas accès aux vaccins. Donc nous en France nous avons une situation de vie qui fait qu'il y a très peu de décès d'enfants dans notre pays et c'est une vraie chance, heureusement pour nous. Mais ce n'est pas le cas partout et donc bien GSK y travaille pour justement que le monde entier puisse avoir accès aux vaccins et puisse se protéger contre des maladies qui mettent en danger la vie de ces enfants, de ces personnes. Et donc je suis hyper ravie de pouvoir intégrer cette visite. Donc je suis la seule française, il y a des personnes un petit peu de l'Europe, nous avons de la Roumanie, il y a des Italiens, des Espagnols, etc. Du coup, c'est extrêmement intéressant de pouvoir bien découvrir les coulisses de la fabrication des vaccins, rencontrer des chercheurs, pouvoir discuter avec eux. Donc ça va être un petit peu le contenu de la visite aujourd'hui. J'espère vous en partager un maximum pour que vous puissiez bien mieux connaître, mieux comprendre comment tout cela se fait. Et j'ai récolté vos questions que vous m'avez posées sur la FAQ que j'ai lancée sur Instagram et je vais essayer d'en poser quelques-unes lors de l'interview. On est bien arrivé au site de GSK, donc du coup on va avoir droit à une petite présentation, etc. Là-dessus j'ai pas mal de photos, donc je regarderai pour peut-être en prendre et vous les mettre. Puis voilà, du coup on a les petites documentations. Donc aujourd'hui c'est un événement où il n'y a que des blogueurs, des youtubeurs, instagrammeurs, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc là ça va être tout ce qu'on va voir sur le site GSK avec toutes les données. Donc si j'ai des liens, j'essaierai de vous en mettre en barre d'infos pour que vous ayez le plus d'infos possible. Et voilà, du coup c'est parti. Sites and 3 R&D centers worldwide. Rixensart is the biggest one. Bon, on a une première présentation. Là, on est séparés en 3 groupes. Moi, je vais visiter là où les matières premières sont traitées. Il y en a qui vont visiter la formulation, d'autres, etc. Enfin, du coup, moi, je suis dans le premier groupe. Donc, je suis avec la Roumanie, la Croatie, le Portugal. J'en profite de voir tous les pays. Il y a l'Italie, il y a l'Autriche et l'Allemagne. Et il y en a un, j'arrive pas à traduire de quel pays il vient. Voilà, donc du coup, là on laisse tous les appareils parce que par mesure d'hygiène, etc. En fait, on n'a pas le droit à nos bijoux, on n'a pas le droit à tout ça dedans parce que c'est des zones hyper stériles, normal. Donc du coup, je vous pose la caméra là et je vous ferai un retour parce que j'ai retenu pas mal d'infos à vous transmettre. Donc c'est parti, le premier groupe, on y va. Bon, me voilà de retour post-visite. Alors on a dû se démaquiller, etc. En fait, au niveau... D'ailleurs, j'ai encore ma bague à mettre. Je me sentais bizarre sans ma bague. J'étais tout le temps en train de la chercher. L'habitude. En fait, on ne pouvait pas emmener les appareils parce que déjà rien que nous, on nous fait nous démaquiller, on enlève nos vêtements, on n'est plus qu'en sous-vêtements, on met une tenue qui nous donne, qui est stérilisée. Ensuite, on a une combinaison qui est stérilisée. On a des filets aux pieds, aux mains, aux chaussettes, à tout ce que vous voulez. Et à chaque fois qu'on passe une porte, on doit se désinfecter les mains. Donc c'est vraiment en termes d'hygiène hyper carré. En même temps, on fabrique un peu des vaccins, donc peut-être pas abuser. Et on a pu voir, du coup, nous, c'était la première étape
Donc on s'occupe des matières premières. Alors en fait cet étage-là, il s'occupe du vaccin. J'arrive plus. J'ai demandé lequel il s'occupait. En fait, un étage c'est un vaccin, il ne change pas, il ne peut pas passer, c'est pas possible. Le zona, c'est celui qui traite contre le zona. Alors on était dans ce grand bâtiment, il n'y en avait que pour 2 vaccins et là on était sur celui pour le zona. Et il ne change pas parce que sinon il faut tout désinfecter, machine. Ils expliquent que ça prenait plus de 2 semaines. Il faut savoir que ce qui se passe dans cet étage-là, ça prend 1 mois et qu'il y a plus de 50 tests effectués tout au long des processus de fabrication. Donc, ce que j'ai noté pendant là, le premier passage, c'est qu'il faut savoir que le processus de fabrication entre le début et le vaccin entre guillemets est mis dans les pharmacies. Il se passe 6 à 10 mois de fabrication entre la formulation, les contrôles, etc. et que le temps de contrôle représente plus de 70% du processus. Donc c'est plutôt long. Et donc voilà, là où on était, rien que nous, il y avait 50 contrôles qui étaient faits pour un vaccin. Donc c'est pour ça qu'en fait, des fois, il y a des pays où il y a d'un coup une maladie qui arrive et où on demande de vaccin. Et en fait, le processus est long. Et du coup, des fois, en fait, il se retrouve où il y a des pénuries de vaccins parce qu'il y a un besoin, mais il y a une demande, mais le temps de fabrication est tel que du coup, ça prend du temps. Donc là, on va continuer la journée. Je me souviens plus du planning. Là, ça va bientôt être l'heure de manger. Clinical development is made of several phases where you can see you start enrolling small numbers of people. Alors de manger, donc voici à quoi ressemble le petit bar, on va dire, pour se servir. Trop bien, des tomates et des carottes, des salades. Du coup, juste un point, on vous posait les questions, si vous pouvez juste vous représenter, comme ça au moins ma communauté sait qui vous êtes. Ok. Alors, je m'appelle Jamila Louaet et j'ai la chance de travailler ici chez GSK Vaccin dans un domaine qui me passionne, qui est la recherche et le développement, et encore plus depuis que j'ai rejoint GSK, dans la mesure où je peux vraiment appliquer la recherche dans une application qui peut aider les gens en termes de vaccins. Donc, je suis responsable du centre de recherche vaccin ici en Belgique. D'accord. Alors du coup, j'ai lancé une foire aux questions sur Instagram pour demander aux gens s'ils avaient des questions en matière de vaccins et j'en ai retenu 5. Alors je vais un peu les poser dans le désordre. La première, on m'a demandé pourquoi les vaccins sont souvent combinés et pourquoi pas en dose unique. Alors, donc, je pense que la valeur ajoutée de chacun des vaccins a été démontrée sans ambiguïté en termes d'efficacité et aussi la pertinence par rapport à la protection contre l'infection. La combinaison permet à la fois, d'une part, de simplifier le mode de modalité d'injection, mais aussi permet d'assurer que les enfants sont protégés contre les maladies qui peuvent être prévenus par une approche vaccinale. Donc c'est à la fois une assurance par rapport à la couverture vaccinale, mais aussi le fruit de la démonstration que chacun des vaccins individuels a aussi permis de pouvoir protéger contre les infections. Donc il y a vraiment une notion de santé publique en utilisant cette association vaccinale. Ça permet d'avoir moins d'injections. Et moins d'injections. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est... Souvent on dit qu'il faut par exemple 2 injections pour être complètement couvert. Pourquoi est-ce que c'est pas réalisable en une fois? Alors, ce qu'on fait au travers de la vaccination, c'est qu'en fait, on apprend à l'organisme de pouvoir développer la bonne réponse immunitaire pour pouvoir combattre l'agent infectieux. Alors, chez un adulte, quand il est infecté, il fait tout ça en une fois. Chez un enfant, son système immunitaire est parfois immature, et donc on a ce qu'on appelle une première injection qui induit une bonne réponse immunitaire, mais qui parfois passe à son maximum. Et on sait que ce maximum est important pour avoir une bonne couverture de protection à court terme, mais aussi à long terme. Et c'est pour ça que ces vaccinations sont données à plusieurs reprises. D'une part, pour compenser l'immaturité du système immunitaire chez les enfants, mais aussi pour s'assurer que la réponse immunitaire qui est induite va durer très longtemps dans le temps, de manière à protéger l'enfant. D'accord.
Ensuite, j'ai beaucoup la question qui est tournée différemment, c'est pourquoi des adjuvants, et notamment dans les adjuvants, c'est vraiment l'aluminium, où on emploie le terme de nocif, de dangereux. Il y a beaucoup de questions concernant ce composant des vaccins. Donc je pense que c'est de nouveau la méconnaissance par rapport à la composition d'adjuvants. La raison d'utiliser des adjuvants, c'est pouvoir s'assurer que, de nouveau, si on veut associer une bonne réponse immunitaire qui est protectrice, on est obligé de mettre dans la vaccination l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour avoir cette réponse immunitaire. Alors dans certains cas, l'aluminium est la meilleure façon de pouvoir avoir cette meilleure réponse immunitaire. Et la perception que l'effet néfaste de l'aluminium est, je pense, quelque chose qui est la méconnaissance par rapport à l'utilité au niveau de la réponse immunitaire. Donc, l'enlever, ce n'est pas induire la bonne réponse. Et le mettre, ça a été prouvé de façon très claire qu'en termes d'efficacité, ça n'induisait pas d'effets secondaires non désirables. Vous n'avez pas réussi à le remplacer par autre chose. Si c'est celui-là qui a été utilisé, c'est parce que celui qui avait la meilleure réponse. Exactement. Ensuite, j'ai une question par rapport à la méningite B pour les enfants. Il y en a qui me demandent si ce vaccin est vraiment utile, s'il est fiable, parce qu'en France, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas obligatoire, celui-là. Méningite B. Non. Il n'est pas obligatoire. On en entend beaucoup parler. Du coup, des parents se questionnent si, étant donné qu'il ne fait pas partie des 11 obligatoires, s'il est vraiment fiable, s'il est utile ou si c'est un vaccin de plus, entre guillemets. Donc, j'ai envie de commencer par parfois on oublie en fait les conséquences d'une infection, que ce soit bactérienne ou virale, parce qu'elles deviennent relativement rares. Dans le cas de la méningite B, elle peut être très débilitante. Et donc effectivement, les risques d'avoir une méningite B, elles sont rares, mais elles ne sont pas négligeables. Ce qu'il faut retenir de la méningite B, c'est que souvent, elle est associée à perte de certains membres, parce qu'il y a une nécrose. Et quand les adolescents sont atteints par cette maladie, ça peut être clairement un événement qui peut complètement faire basculer leur vie. Ce sont des gens qui se retrouvent avec une perte de leur membre inférieur ou membre supérieur. Donc les efforts qui ont été mis, qui sont des efforts de très 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 longue durée pour pouvoir développer un vaccin contre la méningite B, a été assez conséquent. Et aujourd'hui, on a une solution contre ces maladies qui peuvent être prévenues. Alors, je pense que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une maladie qui est rare, mais qui arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le voudrait. Et on a une solution pour pouvoir éviter. Et de nouveau, je suis maman de 2 jeunes enfants. Je ne vais pas prendre le risque. Qu'un jour, ça puisse arriver. Et de savoir que je peux prévenir, j'aurais pu prévenir cette maladie. Je pense que c'est ça que les gens doivent comprendre. Parce que c'est vrai que dans le cas de nous, on est en France, c'est des maladies qui sont extrêmement rares et du coup, on se sent moins concerné. Donc il y a une tendance à moins vacciner parce que ça fait peur à certaines personnes et qui disent que c'est tellement rare qu'il y a plus de chances que ça ne nous arrive pas qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de et je pense qu'un grand merci à la vaccination, c'est que beaucoup d'infections ont disparu. Et je pense que c'est un des traitements qui s'est montré le plus efficace en termes de prévenir certaines maladies. Et cette notion de risque est oubliée chez beaucoup de personnes. Et quand ces événements sont rares, on les oublie encore plus. Et je pense que c'est important de comprendre que ça arrive encore même dans nos pays. Oui, comme la rougeole. Comme la rougeole, où on pense que c'est pas débilitant ou que c'est pas grave, mais les gens peuvent en mourir. C'est vraiment important de rappeler aux gens, et je pense qu'on vit malheureusement la conséquence du succès de la vaccination qui fait que beaucoup de ces infections ont disparu et qu'on en oublie un peu les risques que l'on prend quand on ne veut pas vacciner. Et enfin, juste une dernière question. En ce moment, on entend beaucoup parler en France du vaccin sur le col de l'utérus. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'injecter auprès de garçons? Un petit peu, si vous pouvez nous faire un point là-dessus, sur ce vaccin. Alors, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, je pense que c'est une avancée fantastique dans le domaine du cancer. Et donc, pour moi-même, avoir travaillé énormément dans le cancer dans ma carrière précédente, je pense que c'est l'exemple clé qui montre que si on intervient tôt, on peut prévenir les risques de cancer contre le col de l'utérus.
De nouveau, souvent c'est un cancer qui se développe quand on est beaucoup plus âgé, avec un virus qu'on acquiert peut-être quand on est jeune, et comme c'est asymptomatique, on ne se rend pas compte des effets que ça peut avoir, et souvent malheureusement le cancer se développe bien plus tard. Or, on sait, et ça a été démontré, qu'une vaccination contre ce virus, qui est le papillomavirus, peut prévenir le cancer. Et la connaissance par rapport à ce lien est de nouveau pas très bien comprise. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui se développe très très tard, alors que si on vaccine très tôt, on est protégé. Alors, la vaccination chez les filles, moi je l'encourage très très fortement, parce que de nouveau, on a des preuves qui démontrent que l'association entre un cancer et ce virus est démontrée, et on a aussi les preuves que la vaccination permet de diminuer de façon drastique les risques de cancer. Ce virus est associé à d'autres pathologies, à d'autres cancers, comme certains cancers rectaux, et aussi ce virus peut être transporté via les garçons. Et donc, pour pouvoir avoir une protection maximale, il a été démontré qu'on peut vacciner les filles, mais aussi les garçons peuvent en bénéficier. Parce que sinon, ils seraient porteurs. Ils seraient porteurs et peuvent aussi être protégés contre certains cancers qui seraient liés à un HPV. Donc, c'est là où il y a ce qu'on appelle un effet, le comment est-ce qu'on dit en français? De masse. Voilà, une protection, voilà, protège les autres. D'accord. Merci beaucoup. C'est vraiment les questions qui revenaient le plus sur le vaccin. Un petit peu cette peur au niveau composition. Et du coup, merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir. Je pense que c'est un domaine fascinant. Je peux comprendre que quand on n'est pas, je veux dire, au proche de la science, au proche du développement, il y a beaucoup de questions, mais moi j'ai dans mon entourage souvent des mamans qui m'appellent ou ma nièce qui me dit tiens voilà j'ai un bébé, qu'est-ce que tu penses, est-ce que je vaccine ou pas, quel est le pour, quels sont les risques. Je pense que c'est important de remettre en contexte. L'infection est quelque chose qui a disparu parce que grâce au vaccin, et aussi de rappeler les risques si on ne vaccine pas l'enfant, qu'est-ce qui peut y arriver. Ooh, ooh, ooh.